Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un indicateur clé dans le trading de crypto. Un chiffre que tout le monde regarde, mais que finalement peu de gens comprennent vraiment. L'open interest. Ça a l'air simple comme ça, mais quand on creuse un peu, on découvre des niveaux de complexité et même, ouais, un secret assez dérangeant. Pour cette analyse, on a rassemblé un dossier assez costaud. Des analyses de marché très pointues, des fiches techniques sur des outils qu'on trouve sur TradingView, par exemple, des bouts de tutos de traders expérimentés, et surtout, la pièce maîtresse, une étude académique du journal Ledger qui jette un vrai pavé dans la mare. Notre mission, donc, démystifier cet open interest, voir comment les pros s'en servent, et surtout, mettre en lumière une faille. Une faille potentiellement critique dans les données que nous donnent certaines des plus grosses plateformes mondiales. Alors, pour commencer, mettons-nous d'accord. Qu'est-ce que c'est l'open interest et pourquoi ce n'est pas la même chose que le volume? Oui, c'est le point de départ essentiel parce que la confusion est super fréquente. Le volume de trading, c'est simple, c'est l'activité brute. Le nombre total de contrats échangés dans une journée, à minuit, hop, le compteur repart à zéro. L'open interest, ou OI, c'est différent. C'est une photo, à un instant T, du nombre total de contrats dérivés, futures, options, qui sont encore ouverts, qui n'ont pas été clôturés. Ce n'est pas un flux, c'est un stock, une mesure cumulative. D'accord, donc si le volume, c'est le nombre de voitures qui passent sur l'autoroute dans la journée, l'open interest, ce serait le nombre de voitures qui sont sur le parking à un moment donné. Des mises de la soirée. Chaque fois que quelqu'un mise, le volume augmente. L'open interest, lui, c'est le nombre de joueurs qui sont encore à table à minuit. Si deux joueurs s'échangent un pot énorme, le volume de la soirée explose, mais l'OI ne bouge pas. Le nombre de joueurs reste le même. L'OI augmente seulement si un nouveau joueur s'assoit avec de l'argent frais. Il baisse seulement si un joueur se lève et part avec ses jetons. C'est limpide comme ça. La distinction est donc cruciale. Le volume, c'est l'activité, l'effervescence. L'OI, c'est le capital engagé, le nombre de paris qui sont encore en jeu. Un OI qui monte, ça veut dire que de l'argent neuf arrive. Un OI qui baisse, ça veut dire que des positions se ferment, que le capital se retire. C'est fascinant de voir comment une seule transaction peut avoir des impacts si différents. Mais ça reste un peu théorique. Moi, je suis un trader, devant mon écran, comment je traduis ces chiffres en une décision? Est-ce que ça me dit achète ou vend? C'est là qu'on entre dans l'art de l'interprétation. En fait, les analystes combinent toujours l'OI avec le prix. Ça donne 4 scénarios de base. Le premier est simple. Le prix monte et l'OI monte. Ça, c'est un signal très haussier. Ça veut dire que la hausse est soutenue par de l'argent frais, par de nouvelles positions longues qui s'ouvrent. La tendance est saine. Logique. Et à l'inverse, j'imagine, si le prix baisse et que l'OI monte, c'est très baissier. Exactement. C'est le scénario miroir. De nouvelles positions vendeuses arrivent pour parier sur la baisse. Mais les deux autres cas sont plus subtils. Prenons le cas où le prix monte mais où l'OI baisse. Attends, ça c'est contre-intuitif. Le prix monte, mais c'est un signal de faiblesse? C'est une sorte de hausse vide, alimentée juste par des gens qui ferment leur position short perdante? C'est exactement ça. La hausse ne vient pas de nouveaux acheteurs enthousiastes, elle vient de vendeurs à découvert qui sont forcés de racheter pour limiter leurs pertes. C'est le fameux short squeeze. La tendance n'a plus de carburant neuf, elle pourrait s'épuiser vite, c'est un signe avant-coureur d'un retournement. Et le dernier cas, c'est l'inverse, le prix baisse et l'OI baisse aussi. Là, la tendance baissière s'affaiblit parce que les vendeurs prennent leur profit. Ça peut vouloir dire qu'un creux de marché est proche. Appliquons ça. On a un article d'Investex du 8 décembre 2025. Il décrit un Bitcoin qui stagne dans un range et il note que l'OI est en baisse. L'interprétation de l'article est assez classique, manque de conviction, les traders se mettent sur la touche avant une réunion de la Fed, c'est défensif. C'est l'interprétation standard, oui. Mais une de nos autres sources, une vidéo de Captain Trading, cite le trader légendaire Larry Williams. Et il propose une lecture totalement opposée. Pour lui, une baisse de l'OI à l'intérieur d'une consolidation, c'est en fait un signe haussier. Comment ça? C'est tout le contraire? L'idée, c'est que le marché se nettoie. La pression se relâche, les positions spéculatives, les mains faibles sont éliminées. Du coup, il y a moins de positions à liquider en cas de mouvement brusque. Le marché se prépare à une cassure vers le haut, mais plus saine. C'est une nuance fondamentale. Ça montre que le contexte est roi. Le même signal peut avoir des significations opposées. Donc, selon le gourou qu'on écoute, le même chiffre peut vouloir dire prudence ou opportunité. Ça complique tout.
Et j'imagine que ça se complique encore plus si on regarde une seule plateforme d'échange, non? Ah ben oui, absolument. Regarder l'OI de Binance tout seul ou de Bybit, ça peut être carrément trompeur. C'est comme sonder un seul quartier pour une élection nationale. C'est pour ça que la norme, maintenant, c'est de travailler avec l'OI agrégé. Des outils comme Coinalyze ou des indicateurs sur TradingView, ils additionnent l'OI de toutes les grandes plateformes pour donner une vue d'ensemble. Et à partir de cette donnée agrégée, on a des outils d'analyse encore plus pointus qui sont apparus. Comme le Z-score de l'OI qu'on a vu dans nos sources. Explique-nous ça. Le Z-score, c'est un outil statistique. Il ne dit pas juste si l'OI monte ou baisse. Il mesure à quel point le niveau actuel de l'OI est extrême par rapport à sa moyenne historique. C'est un peu une jauge de pression du marché alors. Si on est loin dans le rouge, la situation est anormale et potentiellement explosive. C'est parfaitement résumé. Un Z-score très positif, disons au-dessus de 2, ça indique que le marché est surchargé de positions. On parle d'un crowded trade, tout le monde est dans le même bateau. Le risque d'une liquidation en cascade, un squeeze, est maximal. Un petit truc peut déclencher une avalanche. À l'inverse, un Z-score très négatif, ça montre que le marché a été purgé de son levier. Ça peut être la base saine pour une nouvelle tendance durable. Et il y a un autre outil qui suit un peu la même logique, l'OI RSI. Le RSI, tout le monde le connaît pour le prix, mais pour l'open interest. Le principe est le même, mesurer la force et la vitesse d'un mouvement. Mais au lieu de l'appliquer au prix, on l'applique à l'OI agrégé. Le RSI du prix nous dit si un actif est suracheté ou survendu. L'OI RSI, lui, il nous dit si le positionnement des traders est suracheté ou survendu. Il mesure la pression des positions ouvertes. D'accord, donc, si je comprends bien, l'OI RSI n'essaye pas de prédire le prix, mais plutôt le risque. Si tout le monde parie dans le même sens, l'indicateur clignote en rouge, pas parce que le prix est trop haut, mais parce que le positionnement est devenu instable. C'est ça, hein? C'est la clé. Un OIRSI très élevé ne veut pas dire que le prix va s'effondrer. Il veut dire que le consensus est devenu extrême. Trop de gens sont positionnés de la même manière, souvent avec du levier. Le marché devient alors très vulnérable à un retournement. Il suffit d'une petite nouvelle contraire pour que tout le monde voie sortir en même temps. C'est un indicateur de la fragilité du marché. D'accord. On a donc des outils de plus en plus sophistiqués qui agrègent les données de plein de plateformes. On lit les intentions du marché avec une précision qui augmente. Toute cette belle mécanique. Tout ça repose sur une confiance aveugle dans les données. Et si cette confiance était mal placée? C'est là qu'on arrive au cœur de notre enquête, avec cette étude du journal Ledger. C'est le point qui change tout. Cette étude académique, elle part d'une prémisse d'une simplicité redoutable. C'est une règle logique, presque mathématique. Sur une période donnée, disons une minute, la variation absolue de l'open interest ne peut pas être supérieure au volume total des transactions sur cette même minute. C'est implacable, oui. On ne peut pas avoir plus de nouvelles positions ouvertes que de transactions totales. C'est comme dire que 100 personnes sont entrées dans un magasin alors que seulement 50 ont passé la porte. C'est impossible. Précisément. Pour que l'OI augmente de 100 $, il faut au minimum 100 $ de transactions. Si le volume total de la minute n'est que de 50 $, il y a une anomalie, une incohérence. Et donc, les chercheurs ont analysé les données de 7 des plus grandes plateformes, tic par tic, sur plusieurs mois en 2023. Et les résultats sont édifiants. Allons-y, quels sont les mauvais élèves? L'étude les classe en 3 groupes. D'abord, la catégorie très problématique. Dedans, on trouve Bybit et OKX. Sur ces deux plateformes, les anomalies sont si fréquentes et si massives que les auteurs utilisent des mots très très forts. Ils suggèrent que les données d'OI pourraient être presque entièrement fabriquées. Attends, je veux être sûr de bien comprendre. On ne parle pas de petites erreurs de calcul. On parle d'une étude académique sérieuse qui suggère que les données de certaines des plus grosses plateformes au monde sont potentiellement fabriquées. C'est une accusation d'une gravité incroyable. Ça remet absolument tout en question. L'accusation est d'une gravité extrême, oui. Ensuite, il y a la catégorie problématique. Binance, Deribit et BitMEX. Elle présente aussi des anomalies, mais moins extrêmes. Et enfin, la catégorie relativement fiable. Là, on trouve Kraken et HTX. Ce sont les plateformes avec les données les plus cohérentes. La question est évidente. Pourquoi? Pourquoi des acteurs de cette taille afficheraient des données potentiellement fausses? L'étude explore 2 hypothèses. La première, jugée moins probable, ce serait un sous-reportage du volume. Les plateformes cacheraient certaines transactions,
comme de grosses liquidations, pour ne pas affoler le marché. Mais cacher du volume, ça semble contre-productif, non? Une plateforme veut montrer sa liquidité pour attirer les traders. C'est son argument de vente. Exactement. Ce qui nous amène à la deuxième hypothèse, jugée bien plus probable par les chercheurs. La fabrication pure et simple de l'open interest. L'idée serait de gonfler ou de dégonfler artificiellement les variations d'OI pour manipuler le sentiment du marché. En faisant croire qu'une vague de nouveaux acteurs entre ou sort, une plateforme peut créer la panique ou, à l'inverse, du FOMO, la peur de rater le train. Et dans les deux cas, panique ou FOMO, les gens se ruent pour trader, ce qui augmente le volume réel et donc les revenus de la plateforme. C'est de la manipulation de marché à grande échelle orchestrée par l'arbitre du jeu lui-même. C'est la conclusion troublante de l'étude. Elle montre un graphique particulièrement parlant. Il compare Kraken et Bybit lors de la chute brutale du Bitcoin le 17 août 2023. Sur Kraken, le graphique des anomalies est presque plat. Quelques petits pics, mais c'est globalement propre. Le même graphique pour Bybit est sidérant. Les anomalies sont constantes, massives toute la journée. La divergence est si flagrante que ça ne peut pas être juste un problème technique. Ça suggère un comportement fondamentalement différent. Faisons le point. On est parti d'une définition simple de l'OEI. On a vu que son interprétation est un art subtil, qu'une vision agrégée est devenue indispensable. Et on arrive à cette conclusion choc et débolassante. La fondation même de toute cette analyse est peut-être pourrie. C'est la conclusion la plus importante. La méfiance doit devenir la règle. Les données brutes de certaines des plus grandes plateformes sont, selon cette étude, potentiellement peu fiables, voire manipulées. L'analyse ne peut plus se contenter de regarder l'indicateur. Elle doit intégrer une évaluation critique de la source. Savoir d'où vient l'info est devenu aussi important que l'info elle-même. Ce qui soulève une dernière question, presque philosophique. Si on part du principe que certaines plateformes manipulent ces données, est-ce qu'on doit juste les jeter à la poubelle? Ou alors, on change complètement de perspective. Si les données sont fausses, ça veut dire que la plateforme n'est plus une arène neutre. C'est un acteur qui joue activement sur le marché pour ses propres intérêts. Et dans ce cas, l'analyse de ces données, même fabriquées, ne devient-elle pas une sorte de méta-analyse? C'est-à-dire qu'on n'essaierait plus de lire le sentiment des milliers de traders, Hmm. mais plutôt de décrypter les intentions cachées du manipulateur unique, la plateforme. Si Bybit gonfle soudainement son OI de manière anormale, la question n'est plus pourquoi les traders achètent, Hmm. mais pourquoi Bybit veut nous faire croire que les traders achètent. On analyse la propagande pour deviner le prochain coup de celui qui la diffuse. Analyser la manipulation pour deviner le prochain coup du manipulateur. Le trading devient un jeu d'échecs en 3D où l'un des joueurs est l'échiquier lui-même. Une perspective vertigineuse sur laquelle réfléchir.